Paul-Henri Bison, bonsoir. Bonsoir. C'est votre second roman, Olympia, publié aux éditions Gallimard. Vous imaginez le retour de Marie-Josée Pérec, donc comme égérie d'une marque horlogère pour les Jeux Olympiques de Paris. En 2000, la multi-championne française avait quitté précipitamment les Jeux avant même les séries du 400 mètres. Ça avait frappé un peu tout le monde. De toutes les athlètes françaises, pourquoi avoir choisi de construire cette histoire autour de Marie-Josée Pérec? D'abord parce que je l'admirais beaucoup. Moi-même, quand j'étais adolescent, je regardais ses courses et je la trouvais fascinante. D'abord par la puissance qu'elle dégageait et la fragilité. Enfin, c'était un mélange des deux. Je trouvais que c'était un très beau personnage. Et puis sa fuite à Sydney, enfin, en tout cas sa disparition, est mystérieuse, romanesque. Donc je pense que ça s'était inscrit dans ma mémoire. Elle ne l'a jamais vraiment expliqué. Donc voilà, j'avais gardé ça comme souvenir. Curiosité était attisée. Avant même de démarrer l'écriture, vous lui avez envoyé une lettre. Elle ne vous a pas répondu et ça ne vous a pas découragé. Oui, alors en fait, effectivement, j'ai commencé à écrire et j'ai essayé de la contacter, mais elle se méfie beaucoup des sollicitations, donc effectivement, elle n'a pas répondu. Et c'est ensuite, en envoyant mon livre, que je lui ai écrit une longue lettre pour lui expliquer le projet. Cette lettre l'a beaucoup touché, et puis ensuite, on s'est rencontrés, et c'était incroyable. C'était un vrai bonheur de pouvoir discuter avec elle de tout ça. Qu'est-ce qu'elle a pensé du livre? Elle s'est reconnue là-dedans? Oui, elle m'a dit qu'elle a été très touchée, très bouleversée. C'est une personne qui parle assez peu, donc elle-même avait peu verbalisé en fait ce qu'elle avait vécu à Sydney. Donc elle était 20 ans après très émue en fait de lire des choses qu'elle avait pensées qu'elle n'avait jamais dites. Et donc moi j'étais hyper heureux de lui rendre cet hommage-là. Enfin, voilà. Vous êtes mis dans sa tête. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que j'étais dans ma tête. Alors voilà ce que vous faites dire à Marie-Jo Pérec dans votre livre. Lorsque les Jeux de Sydney sont arrivés, je ne me sentais plus en mesure de participer à ce spectacle monstrueux. Il m'a semblé évident que je ne pouvais plus continuer à m'abaisser en cautionnant ce cirque de violence qui broyait derrière les portes closes des fédérations sur les terrains de sport du monde entier, les corps et les rêves de mes semblables. Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez, vous, réussi à décrypter la raison pour laquelle elle a quitté les Jeux de Sydney? C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu. J'ai lu toutes ces interviews et j'ai essayé de comprendre en fait ce qui avait pu la pousser à... Parce que concrètement, quand elle part Sydney, c'est une femme broyée, elle est terrorisée, elle réapparaît à la télévision, elle est transfigurée, donc elle est meurtrie, elle est blessée. Donc qu'est-ce qui peut générer un tel effroi? C'est vraiment des années de sacrifices, d'oubli, Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut provoquer ces choses à cette hauteur-là? Donc j'ai essayé effectivement de comprendre, de décrypter et de saisir ce qui avait pu déraper, en tout cas voilà. Elle vous l'a confirmé? Elle me l'a confirmé, effectivement. Alors, c'est-à-dire qu'elle était projetée vers Sydney, donc elle était dans une préparation. Mais elle ne se rendait pas compte qu'en arrière, dans son inconscient, il y avait des choses toutes les souffrances qu'elle avait mises de côté, toutes ces choses-là qu'elle accumulait, qu'elle ne voulait pas voir, qui sont ressorties décuplées. Voilà. C'est ce phénomène de dissociation. À un moment, le corps dit stop. Et votre livre porte vraiment là-dessus. En écho peut-être à Marie-Jo Pérec, en 2000, il y a Simone Biles, en 2021, la gymnaste américaine surdouée s'est retirée du concours par équipe et du concours général. Elle a expliqué devoir faire face à ses démons. L'effusion d'amour et de soutien que j'ai reçue m'a fait réaliser que je suis plus que mes exploits et que la gymnastique, ce à quoi je n'avais jamais vraiment cru auparavant. Alors c'est une prise de parole sur la santé mentale des sportifs qui est très rare. Finalement, entre 2000, Marie-Jo Pérec, 2021, la différence, c'est qu'on commence à en parler? C'est qu'on écoute. C'est qu'on écoute ces sportives qui parlent de leur mal-être et c'est très bien, voilà. Mais effectivement, Marie-Josée Pérec a été une des premières à vraiment mettre ça sur le devant de la scène. On lui a dit que c'était une diva, qu'elle était capricieuse, or pas du tout. Et voilà, aujourd'hui, Simone Biles parle. Clairement, quand on regarde son saut, elle souffre de ce que les gymnastes appellent les twisties, ça se rapproche de la dystonie dont je parle dans le livre. Donc il y a une vraie souffrance mentale qui est criante. Et il y a aussi toute la problématique du harcèlement sexuel, du viol, dans le cas de Simone Biles, qu'on retrouve aussi vraiment beaucoup dans votre livre. On pourrait citer aussi le syndrome de la potiche. Est-ce que vous diriez que votre livre est féministe ? J'espère qu'il l'est. J'espère qu'il l'est, parce que c'est un sujet qui doit toucher tout le monde, hommes et femmes. Donc, comme romancier, je me pose même pas la question. Pour moi, ce sont mes sœurs et je parle
je parle de ce qui me semble être leurs problèmes, leurs soucis, et pour faire avancer les choses. On doit tous les faire. Votre roman entremêle le destin de Marie-Josée Pérec avec celui de Roxane Vidal, cette cynique chef du service marketing d'un horloger de luxe suisse. Elle cherche à tourner un film avec l'ancienne sprinteuse. Qu'est-ce qui relie ces deux femmes ? Qu'est-ce qui relie ces deux femmes? Sans doute une part de déni chez Roxane, puisqu'elle aussi a souffert de traumatisme, on va le découvrir au fur et à mesure. Et donc, en fait, c'est cette volonté d'aller de l'avant coûte que coûte et de se soumettre à cet ordre de la performance, de toujours faire plus, toujours sortir de soi, comme si on devait à chaque fois s'oublier. Donc, cette dissociation, en fait, c'est-à-dire de donner le change à un monde qui veut toujours plus, et en s'oubliant. Et ça, c'est dramatique puisque ça finit par vous exploser à la figure. Et ce monde, et vous le pointez, c'est celui du luxe, c'est celui du sport et c'est celui en particulier des Jeux Olympiques. Vous en faites une critique acerbe. Oui, c'est-à-dire que c'est un monde du contrôle. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'horlogerie parce qu'ils ne font pas que chronométrer. Quand vous parlez des Jeux Olympiques, c'est au-delà du contrôle. Oui, c'est de la machine à fabriquer de l'or, à fabriquer de l'émotion, à fabriquer du spectacle. Et voilà, et on est tous un peu plus ou moins coupables de ça parce qu'on s'en nourrit aussi. Mais et à quoi bon, en fait? C'est ce que dit Marie-Josée Pérec quand elle revient après Sydney. Elle dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas de l'épanouissement, on cherche toujours plus. Et d'ailleurs, Riner, quand il gagne sa médaille de bronze, il le dit, mais c'est merveilleux d'avoir une médaille de bronze. Enfin, donc on devrait aussi apprendre à... peut-être Olympia, une sorte d'utopie qui est à lire dans votre dernier roman, Paul-Henri Glisson. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci de m'avoir accueilli. Merci.